Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Les femmes rurales du Bénin saluent les réformes du gouvernement, en particulier le programme d'électrification en milieu rural. L'Afrique dit merci à l'organisation humanitaire internationale Mercy Ship qui œuvre pour l'amélioration à l'accès aux soins en Afrique. La campagne de remerciement vient d'être lancée à Cotonou. Tournée du directeur général des douanes et droits indirects dans le nord du Bénin. Le directeur général mobilise les acteurs pour une reprise diligente du trafic. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 13h. On démarre par cette tournée du directeur des douanes et droits indirects. Charles Inoussa Sakaboko était précédemment dans l'Atakoradonga. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail de ses agents et doper le moral de la troupe. Blaise Adampo. 2 objectifs sous-tendent la présence du directeur général des douanes et droits indirects dans les unités de l'Atakoradonga. Il était nécessaire qu'on fasse cette tournée pour voir quelles sont les difficultés que ses collègues éprouvent d'une part et d'autre part leur donner les conseils. Sur le point des conditions de travail de sa troupe, Charles Inoussa Sakaboko a pris soin d'écouter un à un les chefs services et d'unités. Chacun fait part des difficultés qui ralentissent les efforts fournis sur le terrain. Nous sollicitons votre concours pour améliorer nos conditions de vie et de travail à travers la stabilisation de la connexion à Sidonia, la mise à disposition du matériel roulant, moto à 2 roues et pick-up pour la répression de la fraude. Aujourd'hui, la nécessité de vous doter en moto est vraiment pressante. Les véhicules à 4 roues qui sont généralement inexploitables parce que amortis, et à ce titre, je voudrais rappeler que toutes les dispositions sont prises avec les concessionnaires qui devaient fournir un certain nombre de véhicules qui doivent quand même nous soulager. Le syndicat appuie l'administration et le syndicat est le représentant du personnel au quotidien, aux côtés du directeur général des douanes et vit les difficultés et les solutions que le directeur essaie d'apporter toutes les fois que les agents ont des difficultés. Les disciples de Saint-Mathieu jouent un rôle important pour la mobilisation des ressources dans le processus de développement du pays. Sur le sujet, le directeur général des douanes appelle ses agents à plus d'efforts pour accompagner le gouvernement. Au titre de l'année 2020, nous sommes à près de 75% et 62% par rapport aux recettes révisées. Mais, comme le dirait l'autre, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et nous estimons que ces 3 derniers mois devaient nous permettre quand même de mobiliser davantage de recettes au profit donc du trésor public. Après la séance, la délégation s'est rendue à la brigade des douanes de Sonaoulo. Il s'agit d'une zone frontalière au Togo, située dans la commune de Ouaké. Outre la visite des nouveaux locaux du personnel en chantier, des produits saisis sont présentés. C'est des produits, pour la plupart du temps, qui sont interdits d'importation, soit par voie terrestre, ou alors interdits d'importation sans autorisation, comme les médicaments et les engrais.
Alors, c'est ce que nous avons saisi. Il y a les huiles végétales qu'on a saisies. Vous avez vu de l'autre côté. Il y a les amandes qui sont interdites d'exportation qui ont été saisies. Nous profitons alors de cette occasion pour lancer un appel à la population. Vous dire que la douane est là pour pouvoir les servir. Lorsqu'elles se conforment à la réglementation, nous sommes là pour les accompagner. Une rencontre communale de Waké a mis un terme à la visite du directeur général des douanes et droits indirects. Et puis, à Cotonou, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu une séance d'échange et d'orientation avec les 10 meilleurs au baccalauréat de cette année. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette rencontre, notamment les critères d'octroi de la bourse nationale d'excellence. Reportage. Un tête-à-tête de plus de 3 heures d'horloge a permis à ces nouveaux étudiants d'en savoir un peu plus sur les critères d'attribution de la bourse d'excellence, le choix de leur filière et leur établissement d'accueil. Une rencontre qui aura été bénéfique aux yeux des jeunes bacheliers et de leurs parents. Cette rencontre était vraiment très instructive et très utile pour nous parce que, puisque nous sommes les meilleurs du Bénin, il nous faut une orientation très correcte pour que nous puissions assurer notre avenir et également développer notre pays dans le futur. Donc avec la ministre et toutes les autorités, nous avons reçu de très bons conseils et actuellement nous sommes assez éclairés pour pouvoir prendre en charge notre avenir et assurer le développement de notre très cher pays, le Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé aux bénéficiaires de cette bourse la nécessité pour eux de revenir servir leur pays après leurs études. Occasion également pour elles de leur prodiguer quelques conseils. L'État a payé les enseignants qui vous ont formés. L'État a mis des intrants au niveau des écoles, les subventions, a mis tout ça là, les salaires. Vous voyez des milliards, ce que ça fait pour l'État. Et après, vous avez donné un résultat. Un résultat est sorti de ce processus et le résultat est brillant. Il est bon. Et l'État se dit, bon, ceux-là, nous n'avons pas toutes les compétences. On ne va pas s'arrêter de ce bon chemin. Nous allons vous donner la possibilité d'aller encore de l'avant, d'aller ramener encore beaucoup d'expertise, approfondir ce que vous avez comme génie en vous, le révéler. Selon vous, mes chers amis, la finalité serait quoi? De partir pour ne pas revenir ou bien finalement d'être redevable un peu à l'ensemble des richesses de ce pays qui donc a servi à cela. Donc l'État a pris déjà ses responsabilités et va donc travailler à ce que l'environnement soit meilleur pour vous amener à revenir, même s'il faut vraiment vous encourager, motiver d'une certaine façon. Le bachelier doit s'engager à suivre la formation définie comme prioritaire par le gouvernement. Être au classement national parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours avec la mention très bien. Être âgé de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. Suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. La bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin est octroyée à tous les bacheliers remplissant ces conditions. Vous le savez, hier, c'était la journée mondiale de la femme en rural, occasion pour la rédaction de la télévision nationale de faire un zoom sur les impacts des réalisations du gouvernement sur le monde rural à travers l'électrification. Et bien, de 2016 à aujourd'hui, 2 nouvelles localités ont été touchées par le programme d'électrification rurale. Jérôme Moubo. La femme rurale, elle est au cœur du programme d'action du gouvernement à travers le ministère de l'Énergie via l'électrification rurale. La feuille de route qui nous a été donnée par le président de la République accorde une part importante à l'électrification rurale et à travers l'électrification rurale, c'est la femme rurale, en tout cas, à qui on apporte les moyens en fait d'améliorer ses conditions de vie. La traduction en actes concrets de ce pan du programme d'action du gouvernement a eu des effets immédiats. Notre ministre a gagné un prix à la fin de l'année 2019, je crois, sur l'implication des femmes dans le secteur de l'énergie.
tout ce qui est forme monétaire de l'énergie, et je peux me réjouir de ça. Nous avons même une direction de genre ici qui permet de prendre en compte la place de la femme dans tout ce que nous faisons dans le secteur de l'énergie. Sur le terrain, les sources de fourniture de l'électricité sont variées. Les énergies conventionnelles, solaires, le biogaz et autres ont permis de 2016 à nos jours de toucher environ 845 nouvelles localités, soit 1 400 000 personnes. Je crois que ces projets ont pour objectif non seulement d'apporter de la lumière, mais aussi et surtout de l'énergie qui amoindrit les souffrances de nos femmes, et particulièrement la femme rurale, mais également de voir comment, à travers le reboisement que certaines initiatives de Pana Énergie met en place, de faire en sorte que la femme ne soit plus obligée systématiquement d'aller chercher du bois. L'énergie que nous apportons également dans le cadre du solaire, c'est aussi une manière aussi efficace d'éviter les problèmes, je dirais, médicaux générés par les fumées inhalées par la population rurale. Dans la plupart des cas, de l'obscurité à la lumière, la liesse populaire est justifiée. Le 15 octobre, quand on célèbre la femme en milieu rural, c'est une réelle opportunité, non seulement pour ces femmes, mais aussi pour tout acteur du secteur des énergies renouvelables. Parce que grâce aux femmes rurales, on pourrait connaître le développement et l'éclosion des énergies renouvelables. La volonté du gouvernement est totale dans le secteur de l'énergie en général, mais dans le sous-secteur de l'électrification rurale, il y a une volonté, une détermination et un engagement au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que les années à venir se voient encore concrétiser beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres actions pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en général, mais et surtout de la femme rurale en particulier. Pour le ministre Donat Jean-Claude Ossou, plusieurs autres projets sont en cours de mise en œuvre au profit de la femme rurale. Et on reste dans le monde rural. Quel rôle joue la femme rurale dans le processus du développement local dans le département de l'Alibori? La question trouve sa réponse avec Venceslas Saroimon et Aziz Alagbe. La femme rurale contribue à l'économie, d'autant plus qu'elle se débrouille pour faire quelque chose. Bras opérationnel du foyer, ménagère, créatrice de revenus, la polyvalence de la femme rurale n'est plus à démontrer. Faites un tour au marché. Combien de fois ces femmes-là contribuent? La femme va au champ. La femme de nos jours fait le coton. La femme de nos jours fait de gari. La femme prépare l'huile d'arachide. Et c'est avec ça qu'il éduque. Je peux dire à certaines femmes même, en dehors de leurs enfants, nourrissent leur mari. Tout en subvenant aux besoins familiaux et de par la pluralité de leurs activités génératrices de revenus, les femmes des zones rurales participent à plus d'un titre à la croissance de l'économie locale. La femme rurale, elle se bat d'abord pour sa localité, elle se bat pour la commune, elle se bat pour toute la nation. À travers même les activités que mènent ces femmes-là, à travers l'artisanat, l'économie au niveau rural, je pense que ce sont des apports que ces femmes-là amènent. Au niveau des ressources endogènes, à travers le paiement des taxes et impôts, je pense que tout ça là participe au développement de notre cher pays. Banyero Tamou, rencontrée à Bordarou dans la commune de Gorgounou, est le symbole de l'endurance de la femme rurale. Sexagénaire, elle s'investit dans l'agriculture malgré le poids de l'âge.
Je produis du maïs et du coton. Si j'ai un peu d'argent, je peux aider mon mari dans la prise en charge de la scolarité des enfants. J'ai recours aux ouvriers agricoles que je paye pour mes travaux champêtres. Malheureusement, cette couche de la société semble être oubliée des politiques de gestion de la cité. La cause de la femme rurale mérite tout de même d'être défendue, s'accordent certains leaders de la Liborie. Ce sont les femmes qui se battent, mais qui n'ont pas assez de revenus, qui n'ont pas assez de moyens et qui sont marginalisées. En termes de marginalisation, nous pouvons même dire au niveau des terres cultivables, vous allez voir que ces femmes-là n'ont pas accès à la meilleure partie de ces terres. Donc nous sommes en train de lutter pour que ces femmes-là obtiennent les terres bien cultivables pour qu'elles aient vraiment un rendement meilleur. Et également au niveau de la femme rurale, nous sommes en train de faire en sorte que toutes les filles aillent à l'école. C'est ce qui a manqué tout au début. Ça fait que derrière tout ça, elles sont marginalisées, elles ne connaissent pas leurs droits. La femme ne connaissant pas ses droits, elle est battue à la maison par son époux. La femme ne connaissait pas ses droits. On envoie les jeunes filles à moins de 18 ans au mariage précoce et forcé et nous connaissons tous les conséquences. Je suis en train de voir comment même d'abord voir Madame le ministre de la Famille pour pouvoir appuyer nos femmes. Aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes de la commune de Kandé que je suis ici. Ce sont elles qui se sont battues. Moi, je tiens à me battre pour que ces femmes-là puissent arriver. Je le ferai. Plaise à Dieu. La nouvelle classe politique dit s'engager à éradiquer de tels fléaux afin de laisser libre champ à la femme rurale, gage du réel décollage de l'économie locale. Et loin des zones rurales, la campagne Africa Thinks Mercy Ship a été lancée à Cotonou. C'est une initiative portée par les artistes béninois et le Bureau régional Afrique de Mercy Ship, une organisation qui vole au secours des plus démunis en leur proposant des soins de santé itinérants. C'est ton vaisseau de l'espoir, un hôpital flottant allant partout sur les eaux du continent où il guérit et transforme des vies. Depuis 1990, Mercy Ships apporte, au-delà des soins chirurgicaux, la miséricorde aux oubliés du système sanitaire. C'est pour toutes ces actions sur le continent que les artistes et le Bureau Afrique de l'organisation ont pensé cette campagne. Personne ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent l'espoir et le sourire après l'avoir longtemps perdu. C'est pour ça que Zénab, les Gangwe Brass Band, Fatih, Nikanor et nous-mêmes les Teriba, sans oublier les Pépitards du Bénin, avons décidé de porter la voix des sans-voix. Des milliers de personnes, des milliers d'enfants qui ont marché à nouveau, des milliers de personnes qui ont retrouvé leur visage en se mirant le matin. Tout simplement dire un grand merci à Mercy Ships. Dans tous les ports de l'Afrique où son bateau accoste, Mercy Ships réécrit l'histoire. En chiffres, un bel exemple d'humanisme et un modèle de volontarisme. Nous avons, depuis 1990, réalisé plus de 105 000 opérations chirurgicales. Nous avons traité en soins dentaires plus de 185 000 personnes. Et nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 49 000 professionnels de la santé. Merci à Mercy Ships est un cri de cœur de ceux-là qui sont la voix des sans-voix. Soins dentaires, soins à la femme, cataracte, chirurgie orthopédique, chirurgie générale, tout ou presque y passe. Et ce n'est pas qu'aux patients que Mercy Ships rend service avec ses hôpitaux flottants. En dehors des milliers de personnes démunies qui ont bénéficié des soins gratuits de Mercy Ships, Mercy Ships a pensé à outiller les professionnels de santé de nos pays afin qu'ils puissent rendre durable l'impact que Mercy Ships apporte. Et c'est dans ce sens qu'il a développé
le programme de renforcement des capacités appelé en anglais Medical Capacity Building, ce qui permet justement à nos professionnels d'améliorer leur manière de prendre en charge nos patients et de leur permettre d'avoir justement accès à des soins de qualité. Le sang, les larmes et la sueur des bénévoles de partout sur le globe pour réparer des vies brisées et des destins mutilés sur le continent. Sans nul doute, l'Afrique doit une fière chandelle à cette ONG Humanité Internationale fondée à Lausanne en Suisse en 1978. Et aux voix des sans-voix de dire merci à Mercy Ships. Réunion du Conseil départemental du littoral, objectif échanger sur le niveau atteint par le plan de travail annuel et faire une mise en conformité de la politique nationale de santé communautaire 2020-2024. Et bien la cérémonie de lancement officiel est présidée par le préfet du littoral. Le reportage de Patrick Josso. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral au titre de l'année 2020. Voici une session qui répond aux prérogatives du Conseil départemental de concertation et de coordination, un organe participatif de réflexion et de définition de stratégies visant au développement local durable avec obligation de résultats. Le bel exemple nous est donné au plan national par nos autorités centrales, ne serait-ce qu'à travers l'exécution méthodique et sans désemparer du programme d'action du gouvernement, toute chose qui, de nos jours, rafraîchit admirablement l'image de notre cher pays de par le monde. Ainsi, au-delà du devoir, c'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme qu'en mon nom propre et de nous tous, je réitère vivement notre profonde gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Pour le préfet du littoral, le modèle à la magistrature suprême de l'État devra être suivi pour des résultats probants. Ce serait par excellence la manière la plus éloquente et la plus probante de notre soutien indéfectible aux actions du gouvernement, s'agissant principalement du programme d'action du gouvernement pour la période 2016-2021, sachant surtout et par ailleurs que la portion territoriale département du littoral aux villes de Cotonou fait indiscutablement l'unanimité d'être la vitrine nationale. Une vitrine à faire briller par le citoyen lambda en bonne santé. Et pour y arriver, il faut s'arrimer aux différentes stratégies mises en place pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire, période 2020-2024. L'autorité préfectorale du littoral invite alors à conduire le navire départemental à bon port, au quai du développement durable. D'une session à une autre, fin de la première session ordinaire de la commission administrative paritaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, entre autres recommandations faites, la révision ou la modification des tests portant régime juridique d'emploi des personnels de l'administration. Reportage Rebecca Kenjahondi. Un conclave de 4 jours, riche en discussions, en communication et en recommandations pour ces membres de la commission administrative paritaire siégeant en matière de dialogue social. Le but de cette rencontre est non seulement de discuter de la cohésion sociale, mais également et surtout d'aborder la question liée à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les échanges ont permis d'examiner et de valider le rapport de la CAP mis en place conformément au décret 2019-456 du 16 octobre 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires. Nous avons, depuis le début de l'année 2020, connu, disons, une accélération, une amplification dans les réformes du gouvernement. Il y a des mesures qui ont été prises. L'administration aux affaires étrangères s'est appliquée à les expliquer au personnel. Nous avons organisé une retraite des cadres dernièrement pour que tout cela soit bien compris, parce qu'il n'est pas possible de faire des réformes dans un secteur si le personnel n'est pas intimement impliqué
ne prend pas sa part de travail pour qu'on atteigne les objectifs. Cette première session ordinaire au titre de l'année 2020 a été également l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des revendications issues de la deuxième session ordinaire du Conseil sectoriel du dialogue social au titre de l'année 2019, puis de présenter les nouvelles revendications. Adoption du rapport d'activité de la Commission administrative paritaire au titre de 2020. Adoption du budget de fonctionnement 2021 de la Commission siégeant en matière disciplinaire et de dialogue social. J'ai relevé dans ce qu'il a été dit dans le procès verbal de cette session que les revendications anciennes ont pratiquement toutes trouvé des solutions attendues. Toutefois, vous avez relevé que du travail reste à faire pour qu'on arrive à de meilleurs résultats. Cela est pour moi une satisfaction. J'en rendais compte au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Ça montre que nous sommes sur le bon chemin et que la méthode de travail que nous avons retenue, celle qui consiste à toujours nous asseoir pour échanger avec vous, administration et partenaires sociaux, que cette méthode est la bonne, est la meilleure. La commission administrative paritaire remplace désormais le Conseil sectoriel de dialogue social conformément à son décret de création. Elle intervient dans l'évaluation des stages probatoires, l'examen des recours administratifs en matière de notation chiffrée et d'appréciation des agents et enfin dans la prise des sanctions disciplinaires de deuxième degré. Arsène Jacques Fassinou est désormais docteur en génétique des populations et biochimie. Il a soutenu sa thèse de doctorat, un travail de recherche focalisé sur le polymorphisme moléculaire. Je me déclare digne de porter le docteur de Calabi avec la mention très honorable. Il accède au grade de docteur en génétique des populations et biochimie. C'est le couronnement de plusieurs années de recherche autour de la structure génétique des populations et la résistance de l'espèce Anopheles gambiae dans un contexte de lutte intégrée au Bénin. La structure génétique des populations doit être déterminée. Cette structure génétique va nous permettre d'orienter les luttes en fonction des différentes zones agroécologiques. Ainsi, les principaux vecteurs qui transmettent le plasmodium là, on doit étudier à fond leur structure génétique afin de mettre en place les méthodes de lutte contre ces vecteurs pour avoir des résultats escomptés. Au terme d'environ 45 minutes d'exposé, valorisé par 4 publications de ses travaux dans les journaux internationaux, le jury valide sa thèse et lui attribue la mention très honorable. Vous avez fait un très bel exposé et surtout vous avez répondu correctement aux questions posées par le jury. Vos travaux ont été valorisés par 4 publications des journaux internationaux à facteur impact. Ainsi, au vu de tout ce qui vous précède, et à cette mémoire, je vous déclare digne de porter le docteur de Calabi avec la mention très honorable. L'étudiant Fassinou est un apprenant très studieux. Il a fait un travail très remarquable comme l'ont signalé les membres du jury. Donc, il a terminé le travail avec des publications scientifiques de grande portée. L'impétrant Arsène Jacques Fassinou entend mettre à profit les résultats de ses recherches afin de réduire le taux de paludisme au Bénin. Et voilà qui met un terme à ce journal télévisé que vous pouvez retrouver sur le site web de l'ORTB, le www.ortb.bj.